Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée? En fait, on a abordé un petit peu par le biais, mais Jerry t'en a parlé, Chris t'en a parlé aussi, de changer le système, parce qu'en pédiatrie sociale, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie d'influencer les systèmes, donc le système du droit, le système de la médecine, des vieilles traditions très difficiles à changer. Travailleurs sociaux, c'est plus facile. Mais les deux, médecine et droit, c'est complètement très, 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 très ancré dans les traditions. Et lorsqu'on parle de collaborer avec des disciplines différentes, Samira t'a dit, mais qu'est-ce que vous en fait, je me souviens plus le terme exact, mais tu as dit, rentrez pas dans ma cour, c'est pas votre domaine, c'est pas votre mandat. Mais quand on arrive dans un cercle, une façon de collaborer à l'extérieur du système, quels sont les avantages pour faire respecter les droits? Il y a sûrement des avantages si on veut faire participer l'enfant. Moi, je pense que c'est tout l'enjeu de la question de ce qu'on, pour solutionner le problème de Jack, et c'est le cas type qui se présente à nos bureaux, à vos bureaux, à tous les jours, que ça prend vraiment cette complicité de terrain, cette collaboration interdisciplinaire. Il y a les anthropologues aussi, il y a un très beau livre qui s'appelle Child Honoring. C'est écrit par Rafi Kavukian, Rafi, qui chante aux enfants, Baby Beluga, you know that? I don't have the tune. But Rafi put out this book on child honoring. Rafi a sorti ce livre sur child honoring. Ce sont donc des petits contes sur comment donner le droit à l'enfant. Et il y a des anthropologues qui ont ajouté un article là-dessus pour nous dire comment ça se fait que les êtres humains ont dominé la biosphère. Est-ce que cela a à voir avec la croissance du cerveau qui se passe en dehors du ventre de la mère et peut-être les soins que reçoivent les enfants? Et ils disent en effet que cela explique la raison pour laquelle nous sommes une espèce qui, pendant des millénaires, a été capable de fournir des services à des enfants et de mettre l'enfant au cœur de notre développement en tant qu'espèce. Et je pense que le droit de la personne, qui finalement c'est vraiment le discours le plus important du XXe siècle, se base beaucoup trop sur l'individualisme, sur les nouvelles générations, sur le paternalisme, et ça nous éloigne des rapports qu'on devrait avoir lorsqu'il s'agit de prendre soin des enfants. C'est surtout des approches de proximité qu'il nous faut. Et puis, bon, on a à Treblinka les enfants qui sont allés dans la chambre de gaz, les 200 enfants. Et puis, il a dit, je sais que les enfants vont faire partie du renouveau spirituel de l'humanité. J'aurais voulu témoigner de ça, mais peut-être pas. Et cette notion, donc, qu'il faut mettre l'enfant à l'avant-garde de toutes nos politiques et que nous devons bâtir le village autour de l'enfant et que nous devons donc
commencé à travailler en dehors de nos silos et de nos zones de confort. Et en tant qu'avocat, on doit sortir aussi de nos tribunaux et de commencer à faire des résolutions de différends et des gestions de cas et de nous asseoir avec les pédiatres. Eh bien, c'est ça qu'il nous faut et c'est justement là que nous mettons l'emphase dans la pédiatrie sociale parce que la pédiatrie sociale invite ce genre de coopération et de collaboration. Nous sommes très encouragés au Nouveau-Brunswick par le rapport de décès de Ashley Smith. Je ne sais pas si vous connaissez ce qui s'est passé avec Ashley Smith, mais il semblerait qu'après son décès, elle était la personne la plus connue, jeune Canadienne, dans les médias autour du monde. Et c'était elle était mieux connue que Justin Bieber. Mais elle s'est étranglée en prison. Alors qu'elle a passé sa jeunesse au Nouveau-Brunswick et elle a passé beaucoup de temps dans les écoles résidentielles et dans l'isolement sous garde. Elle avait besoin de beaucoup d'aide clinique et de soutien, mais nous lui avons seulement offert une prison, en quelque sorte, un établissement. Et puis finalement, on l'a même transféré dans une prison pour adultes. Et donc, les choses se sont même empirées. Alors, il faudrait avoir un meilleur service intégré. Vous parlez donc de pratiques exemplaires et c'en est un. Au Nouveau-Brunswick, on aimerait voir la pédiatrie sociale se développer et devenir un soin complémentaire à nos services où nous avons donc les spécialistes de santé mentale et nous avons aussi les écoles, nous avons tout le monde qui examine ensemble les cas qui ont beaucoup de complexité au niveau de clinique. Et avec cette collaboration, nous avons des résultats très encourageants. Mais il faut faire ça quand l'enfant est né et pas quand il commence l'école. Il faut le faire de l'âge de 0 à 5. Avec des pédiatres, ce serait encore mieux. Comme le système de santé aussi, il y a des normes. Et puis, on parlait, les gens essaient de sortir de ces normes, de cette boîte. Et puis, Jerry, vous avez fait plusieurs efforts dans ce sens en Colombie-Britannique depuis les années 80, 90. Et puis, on a parlé tantôt, on pouvait rassembler des high experts pour déterminer ensemble, en transdisciplinaire, le problème de l'enfant. Mais vous avez tenté d'inclure l'enfant comme expert, puis la famille comme expert aussi. Pouvez-vous nous parler de vos succès dans ce sens? Oui, c'est un de mes sujets favoris et un de mes plus... vraiment un mal de tête aussi. Je trouve que toute cette question de mise en œuvre extrêmement frustrante, les meilleures pratiques ont beaucoup d'importance et, à mon point de vue, elles sont bien énoncées, mais malheureusement, les bonnes idées, ça ne suffit pas. Les bons conseils non plus. Il faut plus que cela. Je dois dire que j'étais assez naïf auparavant. J'ai mentionné la révision de 1996 de la loi de Colombie-Britannique sur le bien-être de l'enfant. J'y ai beaucoup participé. On a annoncé l'entrée en vigueur de la loi. Je devais être en vacances avec ma famille à ce moment-là et j'ai dit à ma conjointe, je dois annuler, je suis l'avocat principal dans ce dossier et je suis sûre que je vais recevoir une tonne d'appels parce que c'est une façon tout à fait différente de faire du droit. Donc, ma famille est partie en vacances sans moi, la loi est entrée en vigueur, mais personne ne m'a appelé de toute la journée, ni le lendemain ou le jour d'après. J'ai peut-être eu un appel téléphonique, quelqu'un pour se renseigner sur la nature du changement. Donc, ce que ça veut dire, même en changeant la loi, ça ne change rien dans la façon de procéder
des gens. Ils en reviennent toujours à leurs anciennes valeurs, leurs anciennes habitudes. En l'absence de toute logique, souvent, ils réussissent à insérer leur ancienne pratique dans le contexte de la nouvelle loi. Et nous avions un choix à faire à l'époque. Je ne suis pas convaincue que nous ayons fait le bon choix, mais c'était le suivant. Est-ce qu'on doit y travailler de façon organique, travailler sur le terrain, tenter d'informer les gens, fournir de la formation et laisser la logique de ressortir, ou est-ce qu'on va simplement l'imposer? Parce que j'étais au gouvernement, le gouvernement avait le pouvoir de l'imposer, de dire vous devez d'abord passer par la médiation avant d'aller devant les tribunaux. Et nous avons toutefois choisi la voie organique, moins coercitive. Mais il est sûr qu'avec le temps, la culture a changé. En Colombie-Britannique, les gens travaillent beaucoup plus en collaboration, sont beaucoup plus sensibilisés, mais la tradition veut que quand un avocat reçoit un dossier, ça devient son dossier, il se l'approprie et le client donne ses instructions à son avocat. Et si c'est un enfant, ça ne veut rien dire finalement, même quand c'est un avocat. C'est l'avocat qui décide de la façon de procéder. Et ça, c'est extrêmement difficile à changer, cette habitude. En partie parce que c'est récompensé à différents niveaux, y compris le niveau du point de vue financier. Donc, c'est très difficile à changer. Mais je pense que le plus grand vecteur de changement qui existe, c'est de vivre l'expérience d'un travail en collaboration, dans un contexte interdisciplinaire et en voir les résultats. C'est vraiment l'argument le plus convaincant à cet égard. Et une dernière remarque à ce sujet, parce que c'est ainsi que les choses ont changé. C'est quand les gens eux-mêmes ont vécu ce changement et ont reconnu que ça fonctionnait mieux qu'auparavant. C'est ça qui change les gens. Les lois ne suffisent pas, il faut que les gens le vivent concrètement. Et autre chose qui est en train d'émerger, je suis remplie d'espoir, c'est que c'est de plus en plus légitime en droit, ce n'était pas le cas auparavant, de parler d'une éthique de soins. Et donc, ça fait partie de la responsabilité de l'avocat de s'occuper du bien-être, non seulement des enfants, mais aussi des adultes. Et quand ce que j'entends, c'est que les avocats trouvent que c'est beaucoup plus gratifiant de suivre cette éthique. Oui, il peut y avoir d'autres intervenants qui contribuent. Il y a deux choses qui fonctionnent bien pour ce qui est d'un changement de culture. S'il s'agit d'une culture bien enracinée, mais pour ce qui est du récit, et c'est ce que sont les avocats, ils racontent des choses et il y a eu un rapport qui a été publié et qui a beaucoup contribué au changement. Et il y a eu aussi un rapport du coroner en Ontario. Et ce sont des jalons qui ont été franchis pour ce qui est de changer la pratique, de changer la culture. Et il y a une autre chose qui peut intervenir, ce sont les données que l'on recueille. Et ce que nous avons constaté aussi, si on suit les données, si on peut réunir des preuves et les présenter aux décideurs, eh bien, à ce moment-là, par exemple, les enfants de moins de 12 ans sont le plus souvent que quelque autre groupe victime
d'agression sexuelle. Donc, il faut aller chercher les données et il faut pouvoir les présenter de façon cohérente. J'ai eu l'occasion de collaborer avec un de vos collègues, médecin qui a reçu un financement au Global Child, c'est-à-dire un outil de surveillance des données relativement à la Convention internationale. Et nous nous y intéressons parce que nous essayons de le faire aussi au Nouveau-Brunswick, de suivre, de recueillir les données concernant les enfants dans notre province. Mais la façon de convaincre les politiciens, c'est de comparer les enfants, l'état des enfants au Nouveau-Brunswick par comparaison au Québec ou au Danemark, par exemple. Donc, c'est une façon, si on peut, instaurer un consensus à l'échelle internationale pour ce qui est de mesurer la mise en œuvre des droits des enfants. We'll be able to do a lot of due diligence across the field much more easily, and Dr. Vagri's work is, I think, really exciting in that regard. C'est très, très excitant, finalement. On a presque terminé. On avait une dernière question. On est 4 avocats ici, on parle de droit. Je voulais savoir combien d'avocats ici il y avait. Oui, il y en avait quelques-uns. Quelques-unes et quelques-uns. Mais la question, et on n'a pas beaucoup de temps, et puis après ça va être à vous, c'était vraiment... qui est responsable de la mise en œuvre de tous ces droits-là? Est-ce que c'est juste les avocats? Et puis, Samira, on n'a pas le temps vraiment, mais tu avais dit, en fait, tu as eu beaucoup plus de succès quand les enfants ont exprimé eux-mêmes leurs besoins à la Cour. La Cour a pris le meilleur intérêt de l'enfant sous une autre perspective. Et je ne l'ai pas dit, mais je l'ai lu. Christian, toi, tu avais noté le préambule de la Convention qui dit que c'est l'affaire de tous. Et puis, Jerry, tu essayais de former les avocats dans une autre perspective et puis d'améliorer, en fait, d'arriver à ce que les enfants, ce soit une priorité, la première priorité des politiques publiques. Je voulais savoir juste, pour terminer, votre message. Quel message, en quelques mots, très, très courts, que vous aimeriez échanger avec le... Well, I'm going to go with a quote. On that point, Eleanor Roosevelt, who invited the Dean of Law from McGill down to Washington after the Second World War to head up the UN's new Human Rights Division. Pour les droits de la personne des Nations Unies. Et c'est elle qui, avec René Cassin, a travaillé dans le comité qui a mené à la Convention des droits de la personne des Nations Unies. Donc, où commencent les droits de la personne? Très proches de nous, dans des petits endroits qu'on ne voit même pas sur les cartes du monde. Mais c'est là le monde de la personne, le voisinage, l'école, le bureau où la personne travaille. Voici donc les endroits où chaque homme, femme et enfant recherche une dignité égale, une opportunité égale, sans discrimination. Et si ces droits ne sont pas protégés là, ils ne sont protégés nulle part. Et c'est ce message que j'aimerais vous laisser, parce que les droits de la personne, la mise en œuvre n'est pas dans les mains des avocats, mais c'est la responsabilité de tous et chacun. Je pense que je ne peux pas vous sortir une situation aussi extraordinaire, mais définitivement, c'est une responsabilité partagée. Et ce qu'on oublie dans ce processus de prise de décision, c'est qu'on oublie que c'est très difficile d'inclure les enfants. Il y a une citation de la défense de l'Ontario qui dit « Nothing about us without us ». Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a eu de la recherche sur l'expérience de l'enfant
si la prise de décision était prête à écouter l'enfant. Et on a démontré qu'il y avait un meilleur sentiment de la part de l'enfant vis-à-vis le processus, même si la décision est contraire à leur désir. Donc c'est très important. Ça démontre que dans notre travail, il faut intégrer l'enfant pour que le processus leur soit significatif, même si on ne peut pas leur donner ce qu'ils désirent ou même ce qui serait juste et meilleur, mais au moins leur participation leur donne un sentiment de dignité. Jerry nous a dit qu'on doit tous être conscients du fait qu'on pense des fois que les questions sont peut-être sociales alors que ce sont des questions juridiques. J'ai essayé de dire déjà que le système de justice est fondamentalement en transition en ce moment pour pouvoir mieux gérer ce genre de problèmes tels que par exemple la mise en œuvre des droits de l'enfant. Et je vois deux forces qui nous poussent dans cette direction. L'un nous vient du système de justice même. Les gens sont de plus en plus conscients du fait que notre travail n'est pas adéquat et que nous n'arrivons pas à prévenir le mal, les préjugés, la discrimination, etc. Et qu'avec les ressources qu'on a, on devrait être capable d'entreprendre ce genre de prévention. Et l'autre aspect, c'est les mouvements, tels que justement ce mouvement des centres de pédiatrie sociale communautaire. Ce sont des visions importantes parce que vous avez des contacts avec le système juridique et je pense que vous devriez donc connaître les principes de la pédiatrie sociale et d'exiger que le système juridique réponde aux besoins de l'enfant et que le système juridique ait une approche holistique. Ce n'est plus une langue étrangère et vous devriez pouvoir avoir du poids dans ce que vous avez à présenter. Je pense qu'avec la pression que vous pouvez imposer à différentes disciplines telles que le système juridique, le système médical, etc. Donc n'oubliez pas que vous avez ce pouvoir.